bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Jean-Michel Leray, référent mutualité française des Pays de la Loire et vice-président de la conférence régionale et autonomie. Un certain nombre d'entre vous doivent se dire encore lui, puisque j'ai animé les 4 autres webinaires qui portaient le premier sur le numérique, le deuxième sur ce que nous avons appelé de spécificité populationnelle, personnes âgées, handicap, etc. Le troisième sur la fin de vie, le quatrième sur la démocratie en santé. Et donc le cinquième aujourd'hui sur le vivre ensemble, le faire société. La voix que vous avez entendue tout à l'heure n'a rien à voir avec une célèbre émission télévisée, mais celle de Stéphanie Rabault, chargée de mission publique à la Mutualité française des Pays de la Loire, et qui vous a rappelé que micro et caméra sont coupés, donc vous allez être frustré, mais tant pis, et vous avez par contre toute possibilité avec le chat, comme elle vous l'a indiqué. Vous dire aussi que ce webinaire, comme les autres, est enregistré et sera publié sans doute dans le cours de la semaine prochaine sur le site de la Mutualité française des Pays de la Loire, où vous pourrez le retrouver et le partager éventuellement, mais même on vous y invite, le partager dans votre réseau, dans les différents lieux dans lesquels vous pouvez échanger. Ces webinaires sont liés à la période, et on a voulu des webinaires autour du thème générique qui serait éthique et crise sanitaire. Et ce cinquième volet, autonomie, vivre ensemble, débouchera avec les 4 autres, déboucheront tous vers, sans doute vers le mois d'octobre, sans doute, vers le mois d'octobre, vers une manifestation, un événement régional organisé par la Mutualité française, et cette fois-ci, nous l'espérons bien, en présentiel. Je vais donc commencer par présenter nos 2 intervenants. En fait, le mot intervenant n'est pas le bon, c'est une conversation entre amis. Alors, donc voilà, bon, on n'a pas la possibilité d'échanger le sucre, mais on est dans une conversation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système dans lequel chacun des 2 personnes que vous voyez sur votre écran interviendra pendant un temps donné, etc. Et non, on va discuter, on va converser. C'est la formule que nous avons retenue. Alors, bonjour à Madame Claudine Athias-Donfus, docteur d'État en lettres et sciences humaines, docteur d'État en sociologie, Université de Paris-Sorbonne. Vous avez été directrice de recherche sur le vieillissement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, avec la responsabilité d'une équipe pluridisciplinaire de chercheurs en sociologie, économie et anthropologie. Vous avez été également chercheur au CNRS dans une équipe de sociologie du loisir et des temps sociaux associée à l'équipe de l'École des hautes études en santé publique et dans un centre qui s'appelle le CETSA, Centre d'études transdisciplinaires sociologie, anthropologie, histoire, devenu Centre Edgar Morin, ce qui est plus facile à retenir, vous en conviendrez. Et puis, vous venez de publier avec Madame Martine Segalen, Avoir 20 ans en 2020, le nouveau fossé des générations. Manifestement, ce titre vous destinait à être présente à ce webinaire. Notre ami Miguel Jean, que je présente avec grand plaisir, je dis notre ami parce que voilà, on est des vieilles connaissances, si j'ose dire. Enfin, c'est surtout moi le vieux, et qui est déjà intervenu sur le premier webinaire. Donc, il fait l'ouverture, il fait la fermeture. Miguel Jean, maître de conférence et praticien hospitalier au CHU de Nantes, après 25 ans consacrés à la prise en charge médicale des couples infertiles. Aujourd'hui, responsable de la consultation d'éthique clinique et directeur de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Il est co-auteur avec Aurélien Dutier, que nous avons aussi le plaisir d'avoir sur le deuxième webinaire au niveau populationnel. Aurélien Dutier de l'intimité menacée et de la liberté d'aller et venir dans le soin aux éditions de l'EHESP. Bon, madame et mon ami Miguel,
le titre que nous avions dans l'invitation faite pour participer à ce webinaire, le titre que nous avait concocté Annie Lebrun-Le Gall, notre chargée de communication à la MFPL, était un titre qui nous avait fait sursauter dans un premier temps et que nous avions trouvé intéressant pour justement son côté un peu rude dans son expression. Il disait, ce titre, « Sacrifions-nous les jeunes pour sauver les vieux ». Madame Mathias. Oui, c'est effectivement un titre un peu provocateur. Alors, mais ça correspond à une idée que l'on entend avec le confinement, depuis la crise sanitaire. On entend de temps en temps, pas systématiquement, cette idée que finalement les jeunes sont confinés et doivent se priver de leur vie sociale pour lutter contre le virus qui finalement n'attaquerait que les plus vieux. Or, il semble que malheureusement, le virus il attaque tout le monde et je pense que lutter contre l'épidémie implique que l'ensemble de la population ait des gestes barrières et se protège. Et malheureusement, on a vu beaucoup de jeunes atteints, malades et même s'ils sont moins nombreux que les plus âgés, mourir malheureusement du virus, des conséquences du virus. Donc cette idée, elle est bizarre, je trouve qu'elle est bizarre. Et d'où elle vient? Elle vient peut-être de loin, de cette idée qu'il y a des conflits de génération, de cette idée qu'il y a une injustice entre les générations. Alors après la période des conflits de génération qui a culminé en 68, dans les années 70, il y a eu un autre thème qui a pris le public, c'est le thème de l'équité entre les générations, de l'injustice entre générations. Pourquoi une injustice entre générations? Parce qu'il y a eu un chômage important qui a frappé surtout les jeunes à l'entrée dans la vie active, et en même temps, il y a eu une évolution contraire pour les retraités. Les retraites se sont améliorées et on a vu pour la première fois un niveau de vie parmi les retraités à peu près équivalent en moyenne à celui des actifs, alors que auparavant, c'était toujours inférieur. Donc, ces deux évolutions concomitantes, d'une part, des niveaux financiers, des niveaux de pauvreté plus importants chez les jeunes et moins importants chez les vieux, ont conduit à des débats assez intenses qui ont duré quelques décennies, qui se sont un peu atténués maintenant. On n'entend plus tellement parler, en disant qu'il y a une inéquité entre générations. Or, si les jeunes ont eu effectivement une vie difficile à cause d'un taux de chômage, parce qu'ils ont servi un peu comme volant d'ajustement face aux crises de l'emploi, ce n'était pas du tout à cause des retraites qui ont augmenté. Ça n'a rien à voir. Au contraire, le fait que les retraites se soient améliorées a permis aux retraités de ne plus être à charge de leur famille et au contraire d'aider l'ensemble de la famille, d'aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Et il s'est créé des liens nouveaux entre générations qui étaient moins importants autrefois, et en même temps qu'une augmentation de la durée de vie. Donc, ça a facilité les relations entre générations. Et voilà. Donc, ce n'est pas du tout à cause, enfin, on a eu beaucoup de débats. Mon point de vue, c'est que ce n'est pas l'augmentation des retraites qui est responsable du taux important de chômage, du taux aggravé de chômage parmi les jeunes. Mais l'idée est restée. C'est toujours cette idée qu'il y a un conflit entre générations et qu'on doit les oublier. Tout à fait. On va voir avec Miguel ce qu'il en pense de ce sacrifice de la jeunesse. Est-ce qu'il le voit finalement dans sa pratique de praticien hospitalier ou dans ses relations personnelles, dans son réseau? Miguel. Alors, l'idée de communiquer sur un titre accrocheur, elle n'est pas nouvelle. C'est un moyen d'attirer le chaland. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, et l'idée n'est pas de faire le procès des médias, mais c'est que c'est un mode de communication binaire
un peu brutale qui s'invite aussi dans les médias nationaux. Et je trouve dommage que la nuance s'efface devant cet aspect un peu binaire de présenter les choses. Mais je rejoins Madame Mathias tout à fait. C'est une question qui ne se pose pas finalement. Mais par contre, ce qui a révélé cette crise sanitaire, ce sont les inégalités sociales et l'accès aux soins qui ont été très nettes, et notamment chez les jeunes. Hein, parce que si tous les jeunes n'étaient pas concernés par la maladie Covid, les jeunes sont concernés par d'autres pathologies. Et c'est le retard de prise en charge de certaines de ces pathologies, moi, qui me préoccupe. Hein. Bon. Après, qu'il y ait eu des impacts sur le psychisme des jeunes, c'est évident. Les collègues pédopsychiatres notent en ce moment une recrudescence des consultations des jeunes collégiens, avec même des tentatives de suicide qui ne sont pas étrangères à cette crise. Mais ce n'est pas dans l'idée d'un sacrifice des jeunes au profit des vieux, parce que tous sont concernés par la pandémie. C'est plus la façon dont cette crise a révélé des clivages, des fractures qui préexistaient à la pandémie. En fait, ce que tu dis et ce que vous dites finalement tous les deux, il faut déplacer le regard. Le regard ne se pose pas sur un duel entre générations, jeunes ou vieux. Le regard se pose beaucoup plus en termes de cohésion sociale, se pose beaucoup plus en termes de capacité, de ressources, de place dans la vie, dans la société. Est-ce que je résume ou est-ce que j'extrapole par rapport où est-ce que je sors du sujet, Madame Mathias? Oui, non, vous avez raison, mais je pense qu'il faut aussi insister sur aussi ce que dit Jean-Michel Leray, c'est-à-dire que les catégories de population qui sont le plus affectées par la pandémie sont précisément les jeunes et les vieux pour des raisons différentes. Les jeunes se retrouvent dans une période de vulnérabilité où ils entreprennent des études, ils doivent quitter la maison de leurs parents, ils doivent entreprendre une nouvelle vie, ils construisent leur vie, donc c'est une période de passage, de différents passages, et la pandémie qui arrive là-dessus les fragilise beaucoup, et puis aussi ils sont fragilisés du point de vue financier, parce que les étudiants qui payaient leurs études avec des petits boulots et qui se sont retrouvés au chômage, on a vu des cas dramatiques, et en plus c'est vrai que cette pandémie est arrivée à un moment où les jeunes étaient dans une situation difficile. Parce que même avant, il y avait eu malheureusement un fait divers tragique d'un jeune qui s'était immolé par le feu parce qu'il n'avait plus les moyens de vivre. On lui avait refusé les bourses d'études. Et il y a parmi les étudiants, il y a évidemment ceux qui sont à l'aise, que les familles peuvent aider, et il y a ceux qui doivent se débrouiller avec des petits boulots, avec des bourses insuffisantes ou pas de bourses, et qui ont du mal à survivre et à faire leurs études. Et on a remarqué ces derniers temps, donc avant la pandémie, qu'il y avait il y avait plus déjà de suicides parmi les jeunes, ce qui était un phénomène nouveau, parce que les suicides augmentent avec l'âge, et vous voyez surtout les suicides augmenter à mesure de l'âge et culminer chez les plus âgés. Or, une nouveauté, c'est le taux de suicide qui a augmenté parmi les jeunes, ainsi que le taux de dépression. Donc, les jeunes sont dans une situation difficile. L'enquête que nous avons faite avec Martine Segalen a montré une forte anxiété, et le questionnaire a été fait avant la pandémie, une forte anxiété concernant l'avenir, avec ces transformations technologiques, avec des inconnus sur leur carrière et sur les possibilités. Donc, c'était un moment où il y avait déjà une fragilité. Et là-dessus, la pandémie est arrivée, donc c'est tout à fait dramatique pour un certain nombre d'entre eux. Bien sûr, il y a des inégalités, il y a un certain nombre de jeunes qui n'ont pas ce type de problème. Et par ailleurs, pour les plus âgés, on sait bien que la pandémie a apporté une solitude épouvantable, une solitude qui est très difficile à supporter pour un certain nombre d'entre eux. Et on a vu les drames et les tragédies dans les EHPAD.
Et puis, ce qu'on disait, il ne faut pas que les petits-enfants viennent voir les grands-parents, alors que le lien grands-parents-petits-enfants est tellement important. Donc, ce sont deux populations qui souffrent beaucoup de cette situation. Oui. Je veux rejoindre sur ce point, on va y revenir tout à l'heure. Miguel, est-ce que effectivement on n'est pas devant l'un comme l'autre des populations dans lesquelles on leur demande d'être silencieux et, entre guillemets, de faire ce qu'on leur dit de faire, sans prendre en compte leur envie de vivre. Alors, vous avez parlé, Madame Mathias, des EHPAD. Je pense que Miguel connaît bien cette problématique-là, mais je pense aussi aux jeunes dans lesquels on leur dit arrêtez, faites plus la fête, c'est terminé. Miguel, tu t'en penses quoi? On ne leur demande pas leur avis, surtout. C'est ça la question. On n'écoute pas la parole ni des jeunes, ni des vieux, ni des moyens, d'ailleurs, des générations intermédiaires. Hein. L'idée, mais alors, je ne vais pas jeter la pierre sur l'exécutif et sur les mesures prises face à cette crise. Hein. C'est très facile de réécrire l'histoire a posteriori. Cela dit, si on prend l'exemple des EHPAD, avec la façon brutale dont on a mis un terme aux visites, aux interactions familiales, au motif de protéger les personnes en question, les résidents, si on avait demandé l'avis de ces résidents, je ne pense pas qu'on aurait eu les mêmes réponses que celles qu'on imaginait. C'est-à-dire que beaucoup de résidents que j'ai pu rencontrer disaient, mais plutôt que de mourir de chagrin, j'aurais encore préféré mourir de cette maladie, mais en continuant à voir mes enfants et mes petits-enfants. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a mis le principe de la collectivité et de la sécurité collective avant le respect de l'individu en tant que sujet capable de s'autodéterminer. Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, je ne dis pas qu'il y avait facilité à écouter la parole des résidents. Je dis simplement qu'il y avait peut-être d'autres façons de faire. Et quant aux jeunes, moi, les étudiants que je vois en médecine sont des jeunes qui disent leur volonté de participer à l'effort collectif. Il n'y a pas du tout ce clivage générationnel qu'on a imaginé, dont on a fait passer l'idée, mais bien des jeunes qui sont respectueux à la fois des mesures sanitaires et puis de cette façon d'accompagner le grand âge. Et ça, c'est tout à fait net. Et je reproche un peu aux médias, finalement, d'alimenter des peurs, des fantasmes, pour je ne sais quel objectif d'ailleurs. Pierre, si vous connaissez, Pierre-Henri Tavoileau, qui est un philosophe. Je connais, j'ai travaillé avec lui. Oui. Voilà, très bien, Paris, Sorbonne, écrit, je cite, « Dans une société individualiste comme la nôtre, les liens entre générations pourraient avoir disparu, mais ils se sont renforcés et c'est un mystère. » Est-ce que vous avez la capacité d'éclairer ce mystère? Oui, si vous permettez. Je vous en prie. Les liens entre générations au niveau interpersonnel, hein, dans le domaine plutôt privé, sont meilleurs que jamais, qu'ils n'ont jamais été. Et c'est dû à un certain nombre de changements dans la vie familiale et dans la société. L'éducation après 68, quand il y a eu ce mouvement de révolte contre et de demande de liberté de la part des jeunes, l'éducation familiale et aussi au niveau scolaire a été complètement transformée et elle a été plutôt orientée vers le fait de donner de l'autonomie aux jeunes, l'éducation est orientée vers l'épanouissement de la personnalité et avec disons, une démocratie familiale. Une démocratie familiale qui fait que les jeunes, les adolescents et les jeunes ne se sont plus sentis pris dans l'autoritarisme qu'il y avait autrefois et les relations entre parents et enfants se sont adoucies, améliorées. Et les relations avec les grands-parents se sont développées. Alors, la société du vieillissement, les sociétés du vieillissement ont fait émerger une nouvelle figure qui n'avait pas autant d'importance autrefois, c'est la figure du grand-parent. La figure du grand-parent qui est devenue
un personnage très important dans la famille pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a plus d'instabilité conjugale et que le lien de filiation est devenu l'axe de stabilité de la famille, parce que à cause du développement aussi du travail féminin qui fait que les grands-parents sont sollicités, les grands-parents paternels ou maternels sont sollicités pour aider les parents et pour aider la mère en particulier à concilier la vie familiale et la vie professionnelle, et parce que les grands-parents sont en meilleure santé à cause de l'amélioration du vieillissement de la population, parce qu'ils ont des revenus meilleurs, on en a parlé tout à l'heure, et donc ils peuvent aussi aider. On a vu beaucoup de cas dans nos enquêtes de grands-parents qui faisaient des transferts financiers, surtout pour les jeunes au moment des études. Donc ça a créé des liens très forts. Et on sait que les vacances scolaires se passent la plupart du temps chez les grands-parents, et ça pas seulement en France, dans toute l'Europe. Voilà. Donc, alors, avec ce lien, les relations entre les grands-parents se sont développées comme ils n'ont jamais existé autrefois. Donc, avec les parents et avec les grands-parents, il y a des relations beaucoup plus affectueuses, pacifiées. Et dans notre enquête auprès des étudiants, on a vu qu'il y avait des liens. Ils ne se sentent pas particulièrement proches des générations plus âgées, mais ils se sentent proches de leurs parents et de leurs grands-parents. Et il y a donc des liens interpersonnels qui se sont resserrés, ce qui n'empêche pas, je ne sais pas si on en reviendra, ce qui n'empêche pas une certaine coupure des générations au niveau culturel et au niveau de la transmission. Donc il y a une sorte de paradoxe dans les relations entre générations. Pas que tout est magnifique. Les liens interpersonnels se sont améliorés, ils sont affectueux, et ils sont bons, mais il y a une forme de rupture, ce que nous avons développé dans notre ouvrage, et même un fossé des générations, mais qui est plutôt dans l'ordre de la culture et de la transmission. Très bien. Justement, alors, Miguel, Madame Mathias dévoile le mystère, si j'ose dire, d'une façon extrêmement positive. En fait, j'aurais presque tendance à dire, finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, mais je vais plus loin. Alors, et toi, est-ce que tu ressens ce lien avec les enfants, les petits-enfants que tu n'as peut-être pas, parce que tu es beaucoup plus jeune que moi? Moi, je me retrouve très bien, madame, dans ce que vous dites oui. en tant que grand-père. Donc voilà, est-ce que ce lien affectif que vous avez mis en évidence est une clé importante du vivre ensemble? Oui, Miguel. Je suis d'accord avec ce que dit Madame Mathias, et puis à titre personnel, tu es gentil, mais je suis grand-père, donc je fais jeune, mais jeune grand-père. Bon, je ferme cette parenthèse personnelle. Pour ce qui concerne les EHPAD, quand on a dit que les mesures prises pour protéger les personnes âgées les avaient fait souffrir, ces mesures ont aussi fait souffrir leurs familles et les plus jeunes dans ces familles, aussi bien les enfants que les petits-enfants. Et pour avoir rencontré un certain nombre de professionnels dans les EHPAD, ils avaient en permanence des demandes expresses de petits-enfants qui réclamaient de pouvoir voir et rencontrer leur grand-père, leur grand-mère, non pas pour leur faire plaisir, mais pour se faire plaisir. C'est-à-dire que c'était une interaction partagée, un bénéfice partagé entre ces jeunes petits-enfants et les grands-parents. Pour ce qui concerne les différences, les clivages éventuellement qu'il y aura entre ces générations, je prends l'exemple, mais celui-là, il me tracasse en ce moment, c'est la vaccination et le passage nécessaire par des plateformes pour pouvoir s'inscrire. Et là, on voit bien qu'il y a un fossé numérique entre, d'un côté, ces jeunes qui manipulent très facilement les outils modernes, ces nouvelles technologies, et les personnes âgées, à qui on impose le recours à ces outils alors qu'elles n'en ont pas du tout la maîtrise et qu'elles ne sont pas du tout familières. Et là je l'ai dit en préparant ce webinaire, je me réjouis de voir que dans certaines communes, il y a un partage de compétences entre les générations. C'est-à-dire que je connais une commune, dans la région des Pays de la Loire, peu importe laquelle, où la salle communale est ouverte une journée par semaine
pour accueillir ceux qui souhaitent utiliser les ordinateurs mis à disposition. Et on voit se retrouver autour de ces machines à la fois des personnes âgées et des jeunes qui font profiter les personnes âgées de leurs compétences numériques. Et ça, je trouve que c'est un exemple remarquable pour combler le fossé entre les générations, et ça se fait spontanément. Et c'est ça qui est tout à fait sympathique. C'est pas une commande de la municipalité aux jeunes de participer à la formation des personnes âgées. C'est spontanément que les uns vont vers les autres pour réussir à acquérir des compétences. Donc voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas rose. La vérité doit être à peu près au milieu. À peu près au milieu. Et Madame Mathias, vous aviez commencé, et, Miguel enchaîne, et donc je vous laisse enchaîner sur ce que vous avez appelé tout à l'heure la coupure culturelle. Oui, alors je reprends l'idée du fossé numérique, du fossé générationnel numérique. Il ne se réduit pas seulement à la compétence face à la technique des ordinateurs. Il y a un véritable fossé numérique qui vient aussi du mode de socialisation des jeunes qui s'est complètement transformé par rapport aux générations précédentes. La génération actuelle de jeunes est née avec Internet, a été formée, socialisée à travers les réseaux sociaux, et les liens privilégiés se font à travers les réseaux sociaux avec les membres de la même génération, leurs pères, et beaucoup moins, y compris leurs modèles, leurs références se développent entre pairs, et beaucoup moins par rapport aux générations précédentes, c'est-à-dire qu'il y a une rupture par rapport à l'enchaînement des générations universelles que l'on a connues, où une génération se construit par rapport à la génération précédente, même si c'est en opposition ou en continuité, mais la référence est toujours la génération précédente. Or, pour la première fois, ils se construisent à côté, ni pour ni contre, mais à côté. La référence n'est plus la génération précédente. La référence, ce sont les modèles qui se construisent au sein de leur génération, ce qu'on a appelé une génération horizontale. C'est une génération horizontale qui a son propre langage, ses modèles de loisirs, ses modèles de pensée, ses modes, et indépendamment des parents et des grands-parents. Donc c'est ça le fossé culturel dont on parlait, avec beaucoup d'autres conséquences aussi sur le rapport à la société. Alors ça a été aggravé par la prise de conscience de la nouvelle génération, de la jeune génération, des problèmes climatiques, des dangers pour la planète, et avec le sentiment que c'est à cause des générations précédentes qui ont des modes de vie des générations précédentes qui ont gaspillé les ressources de la Terre. Et donc, il y a une sorte de rejet, de refus des modes de vie des générations précédentes, et une sorte d'accusation globale de cet héritage qu'ils ont reçu et qui est rempli de menaces graves, à la fois du point de vue écologique, du point de vue technologique, etc. Et il y a un retrait par rapport à cette génération. Et en même temps, par la même occasion, enfin, je veux dire de façon concomitante, il y a des nouvelles idéologies qui pénètrent dans les universités, qui touchent plus les jeunes que les plus âgés, qui viennent beaucoup des États-Unis, parce que c'est aussi une génération cosmopolite. Les influences se développent d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, et ces tendances actuelles, elles viennent un peu en opposition avec les modèles culturels des générations précédentes, en particulier les modèles des Lumières, l'universalisme, et on voit se développer, mais pas chez tous, chez une partie de la jeunesse, une partie des tendances à
au racialisme, au féminisme intersectionnel, au décolonialisme, et j'en passe. Enfin, c'est toutes ces, toutes ces tendances qui nous étonnent, nous, je veux dire les vieux, pour les plus âgés, qui viennent tout à fait contre notre propre formation, nos propres valeurs, et qu'il est très difficile d'accepter. Et en plus, par rapport, je veux dire que les générations précédentes ont lutté pour avoir pour plus de liberté, tandis que les nouvelles générations ont tendance à une certaine intolérance. C'est-à-dire, on ne discute pas, c'est comme ça, et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tort. Donc, on voit ce qui s'est passé malheureusement avec Samuel Paty. Il y a beaucoup de problèmes avec les enseignants qui n'osent pas s'exprimer parce que ça peut heurter leurs élèves. Donc, il y a une forme d'intolérance. Mais pas chez tous, chez une partie des jeunes, mais ça se développe. Oui. Ça se développe. Et voilà, c'est dans ce sens aussi, ça aggrave le fossé. Il y a un fossé numérique et il y a un fossé culturel. Alors, ça me fait réagir ce que vous dites, Madame Mathias, parce que je trouve que, alors vous me permettrez de vous le dire très clairement comme ça, je trouve qu'il y a une contradiction dans ce que vous avez développé depuis le début de ce webinaire, puisque vous nous avez dit qu'il y avait un fort lien qui existait entre les générations sur un plan affectif, mais en même temps, vous nous dites là, ah mais il y a un fossé qui s'exerce dans la conception qu'on a de la société, du vivre ensemble, entre les différentes générations. Alors, comment vous vous en sortez de cette contradiction apparente? Écoutez, vous avez parfaitement raison. Il y a une contradiction apparente. Mais les enquêtes ont montré que dans une famille, entre les parents et les enfants, quand il y a des opinions divergentes, ça ne détruit pas la relation. C'est-à-dire que le modèle d'éducation, c'est un modèle de tolérance. Tu peux avoir des idées complètement différentes des miennes, je l'accepte et ça n'empêche pas notre relation, n'empêche pas notre amour. C'est-à-dire que c'est flagrant de voir comment les liens affectifs demeurent en dépit des différences de conception sur un certain nombre de domaines, mais parce que ça vient aussi des modes d'éducation, des modèles d'éducation et des modèles de relations à l'égard des jeunes. Il y a une très forte tolérance pour les idées différentes de la part des générations anciennes pour leurs jeunes. Mais l'inverse, oui, ils peuvent avoir des idées contraires, ça ne les empêche pas de s'aimer, ça ne les empêche pas de faire des choses ensemble. Voilà, et c'est ce qu'on n'avait pas autrefois. Autrefois, c'était des conflits terribles, on ne pouvait pas parler politique au sein de la famille, c'était des conflits terribles. Aujourd'hui, paradoxalement, c'est ça le grand paradoxe. Paradoxalement, on peut être d'opinions tout à fait différentes, même opposées, mais on s'aime bien quand même. Voilà, ça n'empêche pas. D'accord, c'était un aspect positif. Miguel, c'est vrai ça, on s'aime bien? On s'aime bien, mais alors, je ne suis pas du tout sociologue, je n'ai pas la compétence de Madame Mathias, mais ce que je remarque, moi, dans ma pratique modeste de praticien, c'est une forme de défiance vis-à-vis des sachants. Et ça renforce ce que je connaissais il y a 30 ans, on va dire, de questionnement. Le questionnement était un petit peu naïf et il s'est transformé en un questionnement suspicieux. C'est-à-dire que, alors je ne parle pas de la théorie du complot qui est une forme d'excès, mais simplement, regardons les chiffres de la vaccination parmi les soignants. C'est tout à fait intéressant. On parlait des EHPAD, on va y rester. 95% des résidents dans les EHPAD sont quasiment aujourd'hui vaccinés. Pour les chiffres de vaccination des professionnels, même si ce n'est pas obligatoire, même si c'est du déclaratif, on est à 30, 35, 40% en moyenne. C'est très, très, très surprenant ce chiffre. Au-delà des questionnements sur AstraZeneca qui a pu faire naître des doutes, au-delà de ça, il n'y a pas cet engouement pour la vaccination qu'on aurait pu imaginer, parce qu'il y a toujours cette suspicion d'effets délétères à long terme qu'on nous cacherait.
d'effets délétères à court terme qui ne sont pas très bien expliqués, etc., etc. Et ça, moi, je trouve que dans la société actuelle, et ça va déborder même, je pense, le champ de la santé. Il n'y a qu'à voir le taux d'abstention dans les élections. Moi, ça me surprend de façon importante à chaque fois. Hein, quand on voit la façon dont sont élus nos représentants à l'Assemblée, avec quelle participation citoyenne, ça interroge. Il n'y a pas de jugement dans ma façon de parler, mais ça interroge. Et ça rejoint, je trouve, ce qu'on découvre, ce dont on prend conscience dans le champ de la santé, c'est une forme de défiance vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du savoir. Et je trouve ça très préoccupant. Et je serais ravi que Mme Mathias nous éclaire sur cette question. Elle va le faire, mais juste avant, je reviens, Miguel, sur la vaccination. Est-ce que ce n'est pas comment dirais-je, un état de fait d'une absence de solidarité intergénérationnelle? C'est-à-dire, est-ce que les soignants qui sont plus jeunes n'auraient pas compris qu'en se vaccinant, ils se protégeaient et donc protégeaient ceux avec lesquels ils travaillaient? Ou est-ce que leur peur l'emporte sur cette notion de solidarité, Miguel? Oui, je pense que voilà, c'est tout à fait ça. Je pense que la notion de solidarité n'a pas disparu. On le voit hein, quand il y a le Téléthon, par exemple, quand il y a toutes ces initiatives nationales, la solidarité ne disparaît pas, ne se dissout pas dans la pandémie. Malgré tout, cette peur individuelle l'emporte, je pense hein, sur cette solidarité collective. Et puis, ça intervient aussi dans une période qui a duré longtemps, hein, c'est-à-dire on est à 1 an du début de la pandémie, toutes les enthousiasmes se sont un peu érodés face à ces contraintes sanitaires. Il y a une forme d'épuisement. Il suffit de discuter avec les soignants à l'hôpital. Hein, il y a toujours cette volonté de prendre soin de l'autre. Ça n'a pas disparu. Mais il y a une forme d'épuisement qui s'invite quand même dans la pratique professionnelle et qui participe probablement aussi un peu à cette réserve vis-à-vis de la vaccination. Madame Mathias. Oui, alors je reprends ce que disait Jean-Michel Leray sur la sensibilité aux théories complotistes qui est malheureusement plus forte chez les jeunes. On a fait des enquêtes là-dessus. Hein. Ils adhèrent davantage que les autres, que le reste de la population aux théories complotistes parce qu'ils s'informent beaucoup à travers les réseaux sociaux et on sait très bien que là, elles fleurissent, les théories complotistes. Et je reprends aussi ce que disait Jean-Michel Leray sur la critique à l'égard des élites, la critique à l'égard des politiques, la méfiance, et qui fait qu'il y a plus d'abstention au niveau dans les élections, qu'il y a finalement un peu un rejet. C'est en même temps le rejet de ce qui a pignon sur rue dans la société. C'est en même temps le rejet de ce qui devrait être hérité des générations précédentes, la critique très forte des élites, des politiques, de ce qu'on peut apprendre, de l'histoire, etc., qui fait un peu peur, qui fait penser presque à une forme de sensibilité au populisme. Et que il y a à cet égard, je veux dire, le rapport à la vaccination est symptomatique d'une relation à l'égard d'un certain nombre de sujets et de problèmes dans la société, où on se méfie de ce qu'on nous dit, on se méfie de ce qu'on apprend. On sait très bien qu'il y a une remise en question des théories que l'on pensait tout à fait acquises dans la société, une remise en question parce que ça va dans le même sens. Bon, je suis un peu pessimiste. Je corrige un peu en disant que ce n'est pas général, mais que c'est une tendance qui est plus importante chez les jeunes que dans les autres générations, et aussi une tendance à la restriction de la liberté d'opinion, à une restriction de la liberté de conscience. Dans les sondages,
portant sur la liberté de conscience ou sur la liberté d'opinion, on voit que les différences par âge, les jeunes sont moins sensibles à la liberté que les plus âgés. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que d'abord, à mon époque, les boomers, c'était la jeunesse qui était le chantre de la liberté, qui combattait pour la liberté. Là, c'est l'inverse. Ils sont contre la liberté. Cette pauvre Mila, cette pauvre adolescente qui reçoit des menaces de mort et qui est obligée de se terrer chez elle parce qu'elle a osé dire quelques mots pour critiquer la religion, sans critiquer pour critiquer l'islam, sans critiquer du tout les croyants. Eh bien, les jeunes la soutiennent beaucoup moins que les plus âgés. C'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples. L'exemple de Charlie Hebdo. Les jeunes critiquent davantage le fait, les dessinateurs de Charlie Hebdo qui font des caricatures que les autres. Certains même disent qu'ils l'ont bien cherché, leur assassinat. Voilà. Donc, il y a des tendances chez une partie des jeunes, mais qui sont quand même bien marquées, qui sont un peu inquiétantes et qui font penser à des risques de populisme dans cette génération. Vous dites les jeunes. Je vais reprendre. Les moins de 25 ans, disons. Oui, non, mais vous dites les jeunes. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt. Est-ce qu'on peut en faire, vu ce que vous dites, une généralité sur tous les jeunes? Ou est-ce qu'on peut parler. On doit parler des jeunes. Je pense à Olivier Galland, qui est un de vos confrères, sociologue, un spécialiste de la jeunesse, que j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques fois et de lire. Et très attentif justement à dire il n'y a pas les jeunes, il y a des jeunes. Entièrement, je suis entièrement d'accord. Mais quand on fait des statistiques, c'est une question finalement de pourcentage. Alors voilà, c'est donc ce dont je parlais, c'est-à-dire qu'il y a un plus fort pourcentage parmi les moins de 25 ans que parmi les plus de 25 ans, parmi les moins de 30 ans que parmi les plus de 30 ans, sur ces opinions sur la sensibilité aux théories complotistes et sur le refus de la liberté, etc., un plus fort pourcentage. Alors évidemment, ce n'est jamais qu'un plus fort pourcentage. Il y a un certain nombre de jeunes qui se révoltent contre ça. Dans notre enquête, les jeunes se plaignaient de l'intolérance de leur père dans l'université. Eux-mêmes, ils ressentent l'intolérance, ils luttent contre ça. Donc c'est évident. Alors, je dirais même que la jeunesse actuelle, elle est très diversifiée. J'avais proposé une image un peu pas très belle peut-être, mais dire qu'elle se constitue en grumeaux. C'est-à-dire qu'il y a différentes unités qui ne se mélangent pas et qui s'opposent les unes aux autres et qui ne forment pas un ensemble unifié. Alors, il y a ceux qui sont dans cette mouvance dont nous avons parlé, ceux qui sont complètement opposés. Il y a ceux qui vivent dans le monde rural et qui ont encore d'autres préoccupations. Il y a ceux qui vivent dans les quartiers difficiles. Il y a parmi les étudiants, il y a des grosses différences entre des universités qui apportent des débouchés ou des écoles qui apportent des débouchés importants et puis les universités dans lesquelles on voit un décrochage assez important, un pourcentage de décrochage. Donc, il y a vraiment une très forte diversité, non seulement des inégalités sociales, des inégalités socio-économiques, mais une très forte diversité dans les orientations aussi. Et voilà. Et donc, je dirais que c'est une jeunesse en grumeaux. Oui, très bien. Oui, j'aime beaucoup les grumeaux. Ça me parle bien. Mais dis-moi, Miguel, vu le portrait qu'en fait Madame Mathias et vu ce qu'on discute là, t'es pessimiste ou optimiste sur la capacité du vivre ensemble? Je suis toujours optimiste de nature, mais je reviens sur les réserves quant à la vaccination. Pour avoir participé à quelques réunions dans les établissements sur ce thème, quand les jeunes soignants s'expriment, j'ai le sentiment, mais je me trompe peut-être, que leurs réserves et leur réserve vis-à-vis de la vaccination, c'est aussi un moyen pour eux, alors, non pas de reprendre le contrôle dans une période où on nous a imposé beaucoup de choses, mais en tout cas d'exprimer leur capacité d'autodétermination. Je pense que c'est un des moyens, alors ce n'est pas un refus de vaccination, c'est
je déciderai du moment que je choisirai pour me faire vacciner. C'est une façon de dire je suis un sujet et non pas un objet. J'ai une capacité à décider pour moi-même. Je veux faire valoir mon autonomie, en tout cas ma capacité de décision. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu. Alors, je me trompe peut-être, mais c'est une façon de faire valoir son autonomie. Pour répondre à la question de l'optimisme ou du pessimisme, on est plutôt optimiste quand on voit les solidarités qui se sont développées pendant cette pandémie, parce que on ne va pas tout jeter. Il y a des choses tout à fait pertinentes qu'il va falloir garder, qui se sont mises en place, construites face à l'urgence, face à la difficulté, dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux. C'est cela que je croise. Même les outils comme celui qu'on utilise aujourd'hui, la visioconférence, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas se réfugier derrière nos écrans respectifs, mais ça permet quand même des interactions qu'on va certainement garder pour partie. Donc, plutôt optimiste pour répondre à ta question. Merci. Alors, une dernière question à vous deux, avant de passer la parole à Stéphanie pour nous faire le retour sur le chat. Une dernière question. Finalement, à vous écouter, j'ai l'impression que on a besoin des liens intergénérationnels, mais que ce n'est pas spontané, le lien intergénérationnel. Il faut des conditions pour que ça réussisse. Il faut poser des conditions. Il faut trouver des solutions. Il faut aider chaque génération à bien vivre son âge. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que le lien intergénérationnel, c'est on claque des doigts et il existe, ou est-ce qu'il y a des conditions qui permettent justement de vivre ensemble et des conditions à remplir d'après vous? Oui, c'est une question un peu difficile, mais effectivement, ça vaut la peine d'y réfléchir. Bon, moi, évidemment, je pourrais penser à l'importance de l'éducation, de repenser l'éducation. Et Dieu sait si on est passé par différentes phases, différents modèles d'éducation, et les revoir, l'éducation à la maison, l'éducation scolaire, toute la question de l'autorité qui n'est pas de l'autoritarisme, mais qui est de l'autorité sous forme de reconnaissance, de reconnaître l'autorité de l'autre, de celui qui enseigne, et pas de celui qui impose l'obéissance. Bon, donc cette question de l'éducation et de la transmission est absolument fondamentale. Et donc, ce n'est pas naturel. Je crois que c'est le fruit c'est le fruit d'une culture, d'une réflexion de plusieurs générations. Et nous sommes actuellement dans une période où ça a été complètement transformé. Et on est un peu dans une période de flou. On voit bien comment l'éducation, même à l'école ou dans les petites classes, s'est transformée, comment le problème de l'écriture globale a été une catastrophe. Ensuite, on est revenu à l'écriture syllabique. Toutes ces, et comment faire passer la notion de laïcité dans les écoles. Tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes et qui vont former les générations suivantes. Et on est actuellement dans une période de réflexion, un petit peu de crise sur l'éducation. C'est bien le problème qu'il y a. Donc, aussi bien l'éducation dans la famille que l'éducation dans les instances éducatives scolaires. Voilà, bon, il y a d'autres aspects, mais l'éducation, c'est effectivement fondamental. Je le retiens, bien sûr, Madame Mathias. Et Miguel, alors, ton point de vue, toi, sur la spontanéité ou non des liens intergénérationnels? Pour vivre ensemble, il faut se connaître, il faut se parler, il faut se comprendre, mais surtout se connaître, et c'est-à-dire se débarrasser des représentations qui peuvent venir un peu polluer l'image qu'on se fait de l'autre. Je vais prendre juste un petit exemple pour ne pas prendre trop de temps. On est dans les EHPAD, on va y rester. La notion de l'intimité et de la vie affective des personnes âgées. Ça pose toujours problème aux soignants dans les établissements parce qu'ils ne sont pas familiers avec cet aspect de la vie de nos aînés. Et ils en ont une perception qui est très éloignée de la réalité. Et
pour avoir travaillé sur ce sujet à l'Espace éthique des Pays de la Loire, on s'est rendu compte que lorsqu'on amenait ce sujet dans la discussion, on pouvait améliorer la perception qu'avaient les uns et les autres de cette partie de la vie qui fait souvent obstacle. Et on a vu des jeunes soignants découvrir la façon dont les personnes âgées concevaient leur vie affective et leur intimité. Et je dis juste cet exemple parce que c'était construite des représentations de la part des jeunes vis-à-vis de ces personnes âgées qui étaient tout à fait éloignées de la réalité. Donc, pour vivre ensemble, il faut se connaître et puis se débarrasser de ces représentations. Très bien. Alors, je vais demander à Stéphanie si elle peut nous faire un retour sur les nombreuses contributions qu'il y a dans le chat. Voilà. Et puis, vous prendrez la parole après l'intervention de Stéphanie et on ira tranquillement vers la conclusion de ce webinaire. Oui, Jean-Michel, alors il y a beaucoup de remarques, de témoignages, d'expériences des uns et des autres. J'ai retenu quelques questions plus particulièrement. Une sur la fermeture des universités. Donc, on parle de sacrifice. Donc, sacrifice des jeunes pour sauver la vie, sacrifice de la vie sociale des jeunes pour sauver la vie biologique des plus anciens. Et donc, la fermeture des universités a quand même contribué à faire circuler ce sentiment qu'effectivement, il y avait un sacrifice de la jeunesse qui est en pleine construction par rapport à son avenir. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure qui a été prise? Est-ce que finalement, on n'aurait pas pu faire autrement pour que les générations puissent être dans une relation plus apaisée dans ces conditions? Madame Mathias, peut-être? Oui, alors je pense que c'est un problème que beaucoup de jeunes ont vécu d'une façon un peu dramatique. Comment faire autrement? Alors, est-ce que c'est pour préserver les plus âgés qu'on a fermé les universités? Je ne pense pas. Je sais que on critique beaucoup toutes les mesures qui ont été faites, mais face à cette situation inédite qu'on connaît mal, je pense qu'il y a aussi des risques. Les jeunes prennent aussi des risques à se retrouver en groupe sans précaution et qu'il peut y avoir des clusters et des contaminations parmi les jeunes et que malheureusement on a vu, même s'ils sont moins nombreux, je veux dire, des maladies graves et des morts parmi les jeunes, c'est grave. Enfin, on doit pas permettre ça. Maintenant, comment faire? Comment pouvoir? Alors, effectivement, on aurait pu faire un peu différemment. On aurait pu ménager quelques rencontres avec des précautions et avec quelques distances pour pouvoir maintenir un peu de lien social. C'est extrêmement difficile. Et puis en plus, les jeunes en ont beaucoup plus besoin, non seulement dans la vie sociale, mais dans la vie amoureuse. Et quand ils veulent c'est l'âge où on noue des nouvelles relations, mais comment se rencontrer? Il n'y a pas de café, il n'y a pas de lieu où se voir, donc on ne peut pas se recevoir directement chez soi, ça pose des problèmes quand on ne connaît pas bien l'autre personne, donc ce sont des frustrations énormes. Je pense que ces frustrations font que cette génération a été vraiment très impactée par cette pandémie. Mais est-ce que c'est de la faute est-ce que c'est pour préserver? Alors moi, la question que je pose, est-ce que c'est pour préserver les plus vieux? J'en suis pas sûre. Les plus vieux pour préserver, ils sont ceux qui sont un petit peu confinés dans leur lieu de vie. C'est pas ça qui va les mettre en danger. Donc voilà, pour moi, la question reste ouverte. Mais je reconnais que c'est un gros problème qu'ont vécu et que continuent à vivre actuellement les jeunes, les étudiants et puis la plupart des jeunes. Donc, Monsieur Miguel Jean, d'un point de vue sanitaire, c'était justifié la fermeture des universités? Oui, alors, il faut rappeler quand même la façon dont les choses se sont déroulées. Il y a eu une forme de sidération chez tout le monde, y compris à l'hôpital, quand on a vu arriver les premiers patients. Et les mesures prises ont été des mesures prises dans l'urgence
En d'autres termes, l'action a précédé la réflexion. Bon. Cela dit, je ne suis pas d'accord avec le mot de sacrifice d'une génération. Que la génération ait souffert, c'est une évidence. Mais elle a souffert comme ont souffert tous les Français, pas plus ni moins. C'est vrai qu'elle a souffert peut-être un peu plus dans ce que disait Madame Mathias sur sa construction, sur son identité, mais les sacrifices ont été imposés à tous. Et c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. C'est de dire que cette jeunesse a souffert. Oui, c'est évident. Est-ce que les étudiants auraient pu être pris en compte de façon plus importante? Probablement. Mais comme les lycéens, hein, comme les jeunes salariés, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut ne pas accroître le clivage qui a été inventé par les médias notamment. Si on veut aller dans le sens du vivre ensemble, je pense qu'il faut plus insister sur les impacts de la pandémie, sur les inégalités sociales en santé. Ça me semble un vrai débat, plutôt que d'aller sur ce champ-là où je ne suis pas très certain que ça se passe de façon aussi binaire que ce qu'on veut bien nous raconter. Il y a deux questions encore qui me paraissaient intéressantes à relayer. C'est d'abord la question de la solidarité justement intergénérationnelle, puisque d'après vos échanges, on comprend que cette solidarité, elle est vraiment effective, mais au sein de la sphère familiale, entre les enfants, les grands-parents, et qu'on a vu qu'à travers donc, une éducation davantage basée sur l'autonomie, ça avait renforcé les liens affectifs. Donc, cette solidarité est vraiment très présente. Et pendant la crise, on l'a bien vu, Monsieur Miguel, Monsieur Jean, vous l'avez rappelé, que les petits-enfants tenaient vraiment à continuer à voir leurs grands-parents. Mais est-ce qu'on peut toujours parler de solidarité intergénérationnelle quand on se situe à l'extérieur de la sphère familiale? Est-ce que là, ce n'est pas un petit peu plus problématique? Oui, alors il y a eu des exemples de solidarité plus large, de jeunes qui allaient aider je ne sais pas si c'était dans les EHPAD ou dans des lieux ou des personnes âgées isolées chez eux, ceux qui aidaient des personnes en difficulté financière, distribuer de la nourriture. Donc, il y a eu des mouvements de solidarité. Alors, je ne sais pas, je sais pas si on en a fait le recensement, je ne sais pas quelle est l'importance, mais ils existent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Autrement, je ne crois pas qu'il se soit développé d'une façon plus large et plus organisée des mouvements de solidarité entre générations. Il y a des mouvements de solidarité entre populations plus nantis vis-à-vis de ceux qui avaient plus de difficultés. Et je pense que dans cette pandémie, on a vu des solidarités sociales. Est-ce que ce n'était pas nécessairement entre générations, mais c'était des solidarités. Mais je ne peux pas, je crois qu'il faudra qu'on fasse ensuite des observations, des enquêtes, s'il y avait vraiment une solidarité entre générations en dehors de la sphère familiale. Dans la sphère familiale, c'est clair que tous les jeunes, les enfants, les jeunes se sont préoccupés beaucoup de leurs grands-parents et réciproquement. Mais plus largement, je pense que le confinement a cassé aussi un peu les mouvements ou les actions de solidarité. Et le confinement a eu aussi pour effet de couper du lien social, même pour ceux qui le vivaient plutôt bien. Il y a un certain nombre d'amis, de relations qu'on ne voit pas parce qu'on ne peut plus faire des rencontres, des réunions. Donc, il y a un lien social qui a été affecté. Et de considérer que l'autre un peu comme un danger qui peut apporter le virus et se méfier de la relation à l'autre, ne pas pouvoir s'embrasser, ne pas pouvoir se toucher la main, essayer s'éviter parce que l'autre peut donner la mort. C'est grave ce qu'on a vécu depuis presque 2 ans. Donc, il y a eu une rupture d'une certaine façon du lien social. Alors, il y avait une autre question aussi, toujours autour de cette notion de solidarité. La personne disait que c'était difficile de la concevoir, peut-être parce que l'éducation et la transmission, qui sont aujourd'hui davantage qu'hier basées sur le mérite individuel,
à casser cette idée de solidarité. C'est-à-dire que voilà, c'est chacun pour soi, le mérite individuel et le collectif, du coup, voilà, est un petit peu en fait les frais. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est très pessimiste. Donc ça, c'est en dehors de la pandémie. C'est d'une façon générale, nous sommes des sociétés individualistes, de chacun pour soi, où on n'est pas solidaire. Moi, je n'irai pas jusque-là. C'est vrai que nous sommes une société individualiste et qui a axé, axé sur la consommation, euh, sur le profit, mais il y a aussi une recherche d'autres valeurs, ce qu'on a appelé les personnes post-matérialistes. Les travaux ont été faits, ont montré que les générations deviennent de plus en plus post-matérialistes, c'est-à-dire moins centrées sur les aspects matériels de la vie, mais aussi en recherchant la qualité de vie, une autre façon d'être, d'autres types de relations. Donc, on a plutôt une tendance à évoluer vers le post-matérialisme. C'était déjà le cas des générations précédentes. C'est encore plus fort chez les nouvelles générations. Donc, je serais moins pessimiste que ce que vous dites. Voilà. Miguel? Je suis d'accord avec ce que dit Mme Mathias, et elle a des compétences que je n'ai pas pour s'exprimer sur ce sujet de l'individualité ou de l'individualisme. Alors, en revanche, dans mon champ de compétences, c'est vrai que dans les établissements sanitaires, on a fait passer l'esprit de la collectivité, je l'ai dit tout à l'heure, avant l'individu. Il faudrait quand même qu'en post-pandémie, on remette l'individu en avant et qu'il ne s'efface pas à nouveau devant la collectivité. Hein, parce qu'en matière de soins, on ne peut pas imaginer de poursuivre dans cette direction avec une posture quand même assez paternaliste qui considère que voilà, ce qui doit être fait pour les individus, c'est comme ça et pas autrement, et où la parole de chacun s'efface un peu devant cette espèce d'urgence sanitaire qui est venue tout effacer. Donc voilà, juste ma petite contribution à cette réponse. Eh ben, c'est très bien. Ben, c'est presque une belle conclusion, mon cher Miguel. Bien, écoutez, Madame Mathias, Miguel, merci de vos réflexions brillantes et puis très claires sur le sujet, sur un sujet qui n'est pas finalement aussi simple que ça, hein, puisque ça touche aux relations entre les individus dans une société, sur le fait de trouver les conditions du vivre ensemble. Donc, merci beaucoup de ce temps que vous nous avez consacré et de cette démarche que vous avez eue vis-à-vis de ce webinaire. Et puis, qui sait, plaisir de se revoir dans un autre moment, et en présentiel ou pas, en webinaire ou pas. Merci à vous, merci à tous les participantes et participants, et je souhaite à tout le monde une belle journée. Au revoir, à une autre fois. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.